Bon, on va terminer cette matinée avec une tentative de vision et de décryptage du marché avec Udemy Business. Yves, je vous laisse la parole. Commencez par vous présenter. Merci. D'accord. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir alors qu'on est bientôt dans la pause déjeuner et de prendre du temps pour écouter ce qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Yves Denis. Je suis le directeur Europe de la plateforme de learning Udemy Business. Je suis très heureux d'être ici. Je trouve qu'en plus, on a un super salon cette année, très dynamique, avec plein d'intervenants de qualité et plein de solutions RH et learning autour de nous. Le sujet sur lequel on a travaillé, c'était un décryptage des tendances, puisqu'on émet un baromètre des tendances du learning au niveau mondial, et on va vous présenter aujourd'hui les principaux résultats. Et personnellement, ça m'impactait beaucoup, parce que, comme certains d'entre vous, probablement, j'ai déjà eu plusieurs carrières en une. J'ai eu l'occasion de travailler en collectivité locale, dans des job boards américains, de travailler comme organisateur de salons, ou pour un réseau social américain également dans la presse professionnelle. Donc j'ai eu plusieurs carrières et à chaque fois les questions c'était comment s'adapter, de quelles compétences j'ai besoin. Et j'ai également eu l'occasion de travailler à l'étranger. Donc à chaque fois c'était des remises en question et en permanence de devoir s'adapter. Et en tant que manager, c'est encore plus le cas puisque les demandes aujourd'hui des collaborateurs n'ont absolument rien à voir avec les demandes qu'il y avait il y a 4, 5, 6, 7 ou même moins de temps que cela. N'hésitez pas à participer, à poser des questions, à rendre cette session interactive. Si je n'ai pas les réponses parce qu'elles sont trop techniques, on a des experts qui sont également présents sur notre stand. Mais on voulait parler un petit peu du contexte dans lequel on évolue avant de rentrer directement sur le baromètre. En parlant de baromètre, le World Economic Forum, ils ont un baromètre du learning qu'ils éditent de manière annuelle. Et ils estiment, avec un chiffre un peu effrayant, que 50% des collaborateurs et de la population active devra s'upskiller, donc mettre à niveau ses compétences d'ici 2025. Ça va très vite. On a le même chiffre avec Gartner, annonce que 30% des compétences que nous acquérons sont rendues obsolètes tous les 3 ans. Et c'est encore plus rapide quand il s'agit de compétences techniques ou technologiques. Toujours au niveau du contexte, alors les Américains ont appelé ça le Great Reshuffle, lié à la pandémie. Bien sûr, la manière dont on perçoit nos carrières, notre relation au monde du travail, notre relation à notre employeur a profondément changé. Et de plus en plus de personnes envisagent de changer de carrière dans les mois et dans les années qui viennent au niveau mondial, mais également en France. Il y a des études récentes qui sont sorties sur ce sujet et qui sont consultables en ligne. Mais c'est très intéressant de parler des tendances du learning parce qu'elles sont liées à un contexte qui est en perpétuelle mutation. Et cette étude de LinkedIn, une maison que je connais très bien pour y avoir travaillé pendant 7 ans, elle est très intéressante parce qu'elle montre quelles sont les attentes aujourd'hui des candidats quand il s'agit d'aller chercher son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on recrute un peu des deux côtés. On va choisir son entreprise et l'entreprise va nous choisir. Et finalement, avant, on était recruté sur un CV, très souvent en France sur un diplôme. La force du diplôme, elle reste exceptionnellement forte chez nous, les Européens du Sud, comme on dit, beaucoup moins aux États-Unis en ce moment. D'ailleurs, une parenthèse, vous verrez que certains États américains ont supprimé la valeur du diplôme pour entrer dans la fonction publique américaine. Avant, il fallait avoir 4 ans d'études. Ils ont, en Pennsylvanie notamment, le gouverneur a supprimé cette barrière qui ne trouvait plus du tout adaptée au monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est candidat, on va chercher quoi? Une bonne paye, la fameuse balance, work-life balance, comme on dit, ça peut s'interpréter. La flexibilité, je veux travailler de chez moi, mais je veux aussi travailler dans un bureau. Je veux avoir un lien social avec mes collaborateurs, mes collègues, les employés, mes patrons. Mais maintenant, j'ai la valeur learning qui est très présente. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un grand constructeur d'aéronautique européen qui a lancé un appel d'offres récemment, auquel nous participons avec tous nos confrères, compétiteurs. Et dans le cadre de l'appel d'offres, une des questions qui est posée, c'est on souhaite valoriser et upskiller l'ensemble des collaborateurs de notre entreprise,
mais on souhaite le faire pour maintenant, et également s'il y a un jour ils quittent l'entreprise, qu'ils aient cette capacité d'avoir une culture d'apprentissage et de learning, et on trouve que c'est exactement le bon chemin. Pour avoir fait la même étude il y a 7 ans quand je travaillais dans cette entreprise, la compensation, donc les salaires, c'était toujours une préoccupation numéro 1, mais la partie upskilling, elle n'existait pas. La partie flexibilité a toujours été très présente, surtout outre-Atlantique, mais c'est intéressant de voir que finalement, ces valeurs qui sont de plus en plus demandées sont partagées et elles sont en train de s'implémenter dans le schéma global. Voilà un petit peu quelques éléments de contexte qui vont influencer forcément les tendances du learning qu'on voit apparaître cette année. Tout ça dans un contexte qui peut être assez anxiogène en ce moment. Alors, Udemy, quelques éléments sur nous. On est une société américaine, mais on a été fondé en Europe. Notre fondateur est turc. Bon, la petite histoire, c'est qu'à la base, c'est un passionné d'échecs. Alors, plutôt qu'apprendre par cœur les pages de Aaron Nimzowitsch sur la diagonale du fou et les formules d'algèbre, qui sont exceptionnellement intéressantes, mais assez roboratives par moment, il a créé une première communauté sur l'apprentissage des échecs en ligne de manière facile et ludique. Et c'est ainsi qu'il a lancé Udemy il y a plus de 10 ans. On a un modèle économique un petit peu différent de celui de nos confrères, puisqu'on est ce qu'on appelle vulgairement une marketplace, une place de marché, c'est-à-dire que nous, on a d'un côté des instructeurs et de l'autre des apprenants, et on est la place centrale qui permet à la fois d'avoir en temps réel les demandes des deux côtés et de cette mise en relation. On a aujourd'hui plus de 57 millions d'apprenants dans le monde. C'est ce qui nous permet, grâce à tout notre travail sur les data, d'être en capacité de livrer ces études. On a bien sûr une activité forte du côté entreprise et de plus en plus en Europe, mais je ne suis pas là pour vous parler des compétences commerciales de l'entreprise, mais plus pour échanger sur les tendances du learning. On va regarder ces tendances sur 3 principaux piliers. Les compétences métiers. Alors, compétences métiers, celles qu'on peut utiliser au quotidien, au travail. Les compétences techniques, technologiques. Est-ce qu'il y a une vague en ce moment qui est en train d'arriver? Et puis les compétences personnelles, parce que de plus en plus, cette notion d'authenticité, d'être bien dans son milieu professionnel, est en train de prendre un maximum de place en termes de compétences. Sur la compétence métier, quelle a été la compétence métier, qu'on appelle souvent soft skill, qui a été la plus demandée? Si vous avez une idée, la plus poussée, c'est la communication. Elle est totalement en train d'exploser sur notre plateforme. C'était déjà le cas. C'est constaté par d'autres plateformes. Hein. C'est un baromètre Udemy, mais si vous allez sur d'autres baromètres, vous trouverez également que c'est en train d'exploser. Et ces compétences en communication, mais également en leadership, elles sont extrêmement demandées. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont on collabore en entreprise, avec le nombre de visioconférences, nos habitudes à faire du Zoom ou du Microsoft Teams, ont complètement bouleversé notre rapport, pas seulement au travail, mais notre rapport à collaborer, échanger, être en capacité de décrypter et d'avoir un impact. Nous-mêmes, chez Udemy, on a une spécificité, c'est que toutes nos équipes terrain sont des équipes hybrides et peuvent travailler d'où elles veulent. Donc l'ensemble des personnes avec qui je travaille sont toutes dans des pays différents, n'ont pas un bureau, ou s'il y a un bureau, sont libres d'y aller ou ne pas y aller. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un autre côté, le nombre d'heures qu'on passe en visioconférence, il faut qu'on soit en capacité de les optimiser, et puis il faut être en capacité d'inspirer et de délivrer un message impactant en Zoom. Alors quand on fait un Zoom dans la journée, c'est facile, mais quand on en enchaîne, comme vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au bout du 7e, une fois que notre niveau d'énergie est bien bas et qu'on a pris quelques emails au passage, il faut qu'on apprenne à communiquer et à travailler différemment. Et ça a un impact également sur la manière dont on gère les projets. Vous verrez ici, par exemple, en numéro 4 et numéro 5, Scrum et la méthode Agile sont des méthodologies de gestion de projet qui sont balancées, qui sont indexées sur la transparence, l'inspection, beaucoup chez Scrum, et l'impact. Et cette gestion de projet basée sur des plateformes collaboratives, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé sur notre plateforme et qui correspond aussi au contexte dans lequel on évolue tous aujourd'hui. Les réunions, chez Udemy, on a une méthodologie de réunion qu'on appelle OAR, objectif, agenda, résultat. Ça permet de faire des réunions de 30 minutes. Il y a d'autres entreprises parmi les vôtres qui ont aussi des méthodologies, mais on essaie
vraiment d'être impactant et de s'adapter à être communicant. Laurent? Ouais, une petite question, Yves. Quelle différence faites-vous entre compétences de communication et communication professionnelle? Parce que les compétences de communication, vous allez avoir un large spectre dans lequel vous allez avoir votre capacité à parler en public, votre capacité à vous sentir bien, votre capacité à vous préparer à communiquer. Et la communication professionnelle, ça va être par exemple d'animer une réunion de bureau, d'animer une réunion de présentation devant des actionnaires, ça va être ce genre de choses. Deuxième tendance, le leadership. Alors un mot hyper galvaudé, le leadership, le management. On peut être tous des leaders sans être des managers. Je ne suis pas là pour faire ça. Si vous voulez un cours sur leadership, Gérald Carsenti, ancien PDG de SAP, il en fait tout le temps. C'est très intéressant ce qu'il dit. Ce qui est intéressant dans la partie leadership, c'est qu'on voit l'explosion, là aussi, d'une demande de compétences qui est la communication non verbale. La communication non verbale, ça a été un pilier et ça a été travaillé et retravaillé dans le management et en entreprise depuis des années. Depuis les livres des années 60 des psychanalystes type Que faites-vous après avoir dit bonjour, les livres de Joseph Messinger, Ces gestes qui vous trahissent, Georges Chetoshin, à une époque, qui faisait beaucoup de télé sur comment décrypter, comment travailler, se positionner. Aujourd'hui, c'est indispensable pour n'importe quel leader, manager ou pas, d'être en capacité de décrypter un petit peu et d'être plus empathique dans sa communication avec ses collaborateurs et ses salariés. Personnellement, je trouve parfois hyper difficile de décrypter une tension ou une attitude positive en visioconférence. Encore plus si on est quelques-uns dans une salle et qu'il y a une personne qui est en visio, qui tout d'un coup apparaît en format 16/9 et prend de la place, pose une question, tout le monde s'arrête. Ça, c'est assez compliqué. Il faut être en capacité de décrypter, d'être plus empathique et d'être dans la compassion. Très intéressant comme donnée. On retrouve aussi, bien sûr, la partie transformation digitale. Ça, le monde dans lequel il évolue, il va de plus en plus vite. Nous, chez Udemy, on continue de se former. Moi-même, en ayant travaillé des dizaines d'années dans les boîtes de tech, je continue de prendre des cours sur la transformation digitale parce que ça va très très vite. Et ça participe aussi à créer cette culture d'entreprise qui était très bien évoquée dans la conférence au préalable avec Soprasteria. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très excitant à observer. Les compétences techniques. Très forte croissance également sur 3 domaines. Le cloud computing. Pas une grande surprise, 60% des données d'entreprise sont stockées sur le cloud. La transformation des données de l'entreprise et les outils de productivité. Là, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes, qui vont nous paraître simples et basiques, mais pour autant, il y a une demande qui est de plus en plus forte. On va le séparer en 2 parties. On va le séparer côté compétences les plus demandées et où se situe la croissance. Donc, compétences les plus demandées, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Je ne suis pas moi-même un expert d'AWS, mais ce que je sais, c'est que AWS, il possède 33% des infrastructures de cloud dans le monde. Donc, c'est normal que la demande, elle soit continue en certification et en compétences techniques sur cette partie-là. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir des solutions technologiques type Databricks qui sont en hyper-croissance. Databricks, c'est de l'analyse de data. C'est du travail sur toutes les données de l'entreprise. C'est aussi utilisé dans le machine learning. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer 15 minutes sans qu'on nous parle de chat GPT, probablement à raison. Mais en même temps, il y a une vague de fond sur l'intelligence artificielle et l'ensemble des outils qui aident à collaborer et à rendre l'entreprise performante dans ces secteurs d'activité. Ça, on l'a trouvé particulièrement intéressant. Ça nous a presque un peu surpris chez Udemy. C'est l'accroissement des demandes de formation en Excel et sur les langues. Alors hier, on discutait sur notre stand avec un directeur financier qui a fait une petite étude comme ça auprès de ses collaborateurs pour essayer de comprendre leur niveau de compétence en Excel. Parce que c'est vrai qu'on utilise tous Excel, Word, PowerPoint depuis des années. On a l'impression de bien les connaître. Mais la data, elle est tellement présente dans l'entreprise que finalement, notre capacité à extraire les bonnes données, à trouver les données qui vont être impactantes,
lors d'une présentation de réunion, pour défendre un budget, pour défendre le recrutement d'un collaborateur. Finalement, est-ce qu'on est en capacité de bien les traiter et de bien les analyser? Alors Excel, c'est beaucoup démocratisé. Faire une table pivot est devenu assez simple, mais est-ce que c'est les bonnes datas? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux et comment est-ce qu'on peut décider? Et ben, ce directeur financier, quand il a fait son audit, il s'est rendu compte que le niveau de capacité Excel, de compétences Excel de ses collaborateurs était finalement plus faible que ce qu'il imaginait. Alors que la demande de travail sur les données et sur les datas, elle est exponentielle. McKinsey a produit une étude récemment qui montre que 80% des collaborateurs devront être très data-centric, très orientés data dans leur capacité à travailler d'ici 2025. C'est une étude mondiale, mais ça démontre bien que dans toute entreprise, la capacité à convaincre, elle passe par notre capacité à bien communiquer, mais elle passe aussi par la capacité à monter des chiffres qui vont être impactants. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Power Automate, c'est l'automatisation de tâches. Tout ça est en train de monter également. On va passer sur les Google Sheets, les outils de système partagés. Sans surprise, ceux qui sont sur PowerPoint, qui font des documents partagés, et bien aussi, sont des outils collaboratifs qui demandent. Côté compétences personnelles, la productivité, la gestion du temps et les langues. Et dans la gestion du temps, il y a aussi la gestion du stress professionnel. Il y a aussi la capacité à savoir se gérer, à savoir s'entretenir physiquement, mentalement. La pression dans les entreprises, elle est forte. On est aussi aujourd'hui dans un schéma anxiogène. Quand on regarde les infos, quels que soient les médias, on a une pression permanente sur l'emploi, les conflits, bien sûr en France en ce moment sur les retraites, mais cette pression, elle est de plus en plus forte. Beaucoup d'apprentissage sur les langues, notamment l'anglais. Alors on a toujours eu des cours d'anglais sur Udemy, on a des cours en plein de langues sur Udemy, on peut apprendre l'italien, l'arabe, le mandarin, on peut apprendre tout un tas de langues, mais vraiment une très forte augmentation de demande pour les langues. Gestion du temps, productivité, confiance en soi. La méditation, c'était quasiment dans le top 3 il y a 3 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a un effet de mode qui est lié à ça. En tout cas, ça reste dans le top 10 des compétences les plus demandées. En tout cas, ceux sur lesquels les gens se forment le plus en plus sur Udemy. Mais ça participe à la confiance en soi et sa capacité à travailler de manière optimale. Productivité personnelle, c'est traduit de l'américain. Je sais qu'en France, par moment, productivité personnelle, ça fait un peu quelle est mon ration, mon ROI par rapport à ma valeur ajoutée. Mais tous ces schémas participent à cette amélioration. On aura le temps pour des questions, mais les trois points qui nous paraissent le plus importants, au-delà des trends, au-delà des trends et des directions que montre ce baromètre. Et je vous invite à venir le télécharger, on l'a sur notre stand, bien sûr. C'est cette culture de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait en sorte de conserver cette curiosité? Il y a un très bon article qui est paru la semaine dernière, dans le Financial Times, d'une journaliste anglaise qui a fait toute une étude et qui provoque un petit peu, plus au sens large, le système éducatif anglais, parce qu'une étude a montré que 44% des enseignants en Angleterre allaient démissionner dans les 2 ans qui viennent. Et elle démontrait également que le système éducatif ne préparait pas forcément à l'agilité, parce qu'il était assez formé sur l'accumulation de compétences ou l'accumulation d'apprentissage, mais pas forcément sur avoir un esprit agile et bien formé. Et elle insiste sur l'aspect curiosité. Il y a plein de bouquins qui sont super intéressants sur la curiosité à lire sur le net, notamment. 2, c'est maintenir l'agilité. On est dans un monde qui change tout le temps. Dans les boîtes de tech, on s'adapte. Alors en ce moment, dans les boîtes de tech, on s'adapte de plus en plus fort parce qu'on a quand même un peu un courant froid en face de nous, mais on s'adapte aussi dans toutes les autres industries. Et il faut qu'on garde cette capacité à être absolument agile, et c'est exactement une demande de l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, quand on fait des learning paths, c'est-à-dire des parcours de formation avec nos clients à partir de nos plateformes d'e-learning, les parcours de formation qu'on fait aujourd'hui n'ont rien à voir avec les parcours de formation qu'on faisait il y a 2 ans, parce que l'e-learning a explosé et on apprend aussi de nos erreurs et on apprend aussi de notre capacité à s'améliorer.
Repenser la prestation, c'est plutôt repenser l'offre et les services qu'on propose. L'e-learning, c'est formidable. Nous, on a une plateforme d'e-learning, mais faire du cohort learning, varier les parcours apprenants, c'est aussi quelque chose qui nous paraît absolument fondamental, avec lesquels on travaille avec beaucoup de clients aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et voilà un peu les trois directions qui suivaient le baromètre. Voilà. Laurent ? Merci Yves. Il nous reste 5 bonnes grosses minutes pour des questions. Donc, comme pour précédemment, qui veut se lancer ? Moi, j'en ai une toute petite. Est-ce que dans ce panorama mondial, la France a une particularité particulière ? La France, elle est toujours particulière, Laurent. Oui, bien sûr. Elle est particulière, la France. Si la question, c'est est-ce qu'on va plus vite en France, qu'il y a d'autres pays en Europe qui vont plus vite, la réponse, c'est probablement oui. Il y a un pays en Europe qui est hyper actif sur tout l'e-learning, c'est l'Allemagne. Depuis longtemps, ils se sont lancés. Mais ce qui est intéressant au-delà de la France, c'est énormément développé depuis 2 ans. L'Espagne aussi a une très forte croissance. Le Royaume-Uni a un marché beaucoup plus vaste en termes d'entreprises, a aussi une croissance qui est forte, mais qui est moins active que la France, l'Allemagne et le Moyen-Orient, par exemple. Mais derrière ça, ce qui est intéressant, c'est vous avez la croissance brute, mais est-ce qu'il y a des industries qui sont plus actives que d'autres ? Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'au départ, les premières entreprises avec lesquelles on a travaillé étaient des boîtes de consulting IT, parce que forcément, il faut continuer à travailler sur ses compétences, notamment ses compétences technologiques. Et l'e-learning, et Udemy notamment, a toujours été extrêmement pertinent dans les compétences IT. Et puis, ce qu'on a vu depuis 2 ans seulement en Europe, c'est l'explosion et c'est la démocratisation, la vulgarisation à l'ensemble des secteurs de l'économie. Aujourd'hui, nos premiers clients sont des clients dans la construction automobile. Alors qu'il y a 3 ans, ils n'étaient pas les premiers. Mais aujourd'hui, l'accélération, le besoin d'électrification, c'est absolument un besoin fondamental. Quand vous regardez, par exemple, une entreprise comme Renault, l'investissement qu'ils font dans l'électrique, il faut en permanence former et reformer déjà les cadres qui sont chez Renault, les cadres et les non-cadres qui ont l'habitude de travailler en ingénierie sur des réservoirs et faire en sorte que demain, on travaille sur des systèmes de batterie compliqués. Jaguar Land Rover fait la même chose. Ils sont en retard, Jaguar Land Rover. Ils investissent massivement aussi dans l'e-learning et notamment dans l'ensemble de ces compétences. J'espère que j'ai répondu à votre question, Laurent. Oui. Une autre question peut-être ? Sinon, moi j'en ai une autre, mais bon, écoutez, je me risque. Est-ce que vous pourriez vous risquer à quelques recommandations en 2023 pour les responsables formation français ? Je pense qu'il faut rester collé à son marché. Enfin, la France, on a un marché qui est très spécifique parce qu'on est un marché dit de grandes entreprises avec toutes nos entreprises du CAC 40, du SBF 120 et on a des mouvements structurants d'un point de vue socio-économique qui sont absolument incroyables. Je pense que le plus important, peut-être, c'est cette culture de l'apprentissage. C'est cette capacité à se dire, tiens, demain, si je veux changer de métier, j'ai besoin de faire quelles compétences ? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Et tout le monde, à un moment, se pose des questions sur quel est le next step dans ma carrière. Soit c'est dans la boîte dans laquelle je suis. Maintenant, c'est de plus en plus rare de faire une carrière qui dure 40 ou 45 ans dans la même entreprise et aller à l'âge de la retraite à 64 ans à taux plein. C'est assez rare, en réalité. Donc cet esprit de curiosité, de bouger, d'aller chercher, de changer de métier, de changer de secteur d'activité, de s'intéresser, la curiosité, je pense que c'est la meilleure réponse à ça, Laurent. On est bon ? S'intéresser, être curieux. Écoutez, on va rester là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer un petit peu en avance. Bonne fin de salon. Merci à vous.